On peut commencer. Ok, bonjour, merci à tous d'être venus. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Mohamed Lamine Manga, qui va nous parler de son livre, La Casamance dans l'histoire contemporaine du Sénégal. C'est un grand plaisir de le recevoir ici dans cette maison, la Maison de l'Afrique, qui a été inaugurée le 3 mai. Donc c'est une maison toute neuve, hein, qui est votre maison. L'objectif étant de faire en sorte que ce lieu devienne un lieu de rencontre, un lieu où on parle de l'Afrique, un lieu où on réfléchit ensemble sur l'avenir de l'Afrique. Et je pense que Mohamed représente justement l'avenir de l'Afrique, c'est-à-dire l'éclosion d'une nouvelle génération qui peut renouveler la pensée sur l'Afrique et qui peut nous aider aussi à trouver des solutions, parce qu'il s'agit de trouver des solutions. Hein. Et la Casamance, c'est un des problèmes. Vous savez ce qui se passe au Congo aujourd'hui, dans l'Est, ce qui s'est passé au Soudan, ce qui se passe ailleurs. Il y a un problème réel. Quelle est la relation entre l'État et les populations? Quel est le lien entre les États et l'histoire de l'Afrique, l'histoire des sociétés? Parce que souvent on a des instruments qui ont été placés là à l'époque coloniale, qui ne correspondent ni à la sociologie ni à notre histoire, et qui deviennent des outils de contrainte, pour ne pas dire parfois des outils d'oppression. En tout cas, où les gens ne se retrouvent pas, ne se reconnaissent pas dans ces instruments-là. Est-ce que c'est la question de la Casamance? Je ne sais pas. Je suis complètement ignorant là-dessus. Donc peut-être qu'aujourd'hui, Lamine va nous aider à mieux comprendre cette question-là. Donc il y a son livre qui est là, je vous le recommande. Hein. Quand on écrit, c'est pour être lu. Donc il faut l'acheter pour le lire, parce qu'on écrit pour transmettre des choses. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Lamine, d'être là. Merci à vous, M. Gakonzi. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver tous à Paris, une ville que j'aime bien, parce que Paris, quand on parle de Paris, c'est une ville où vraiment, c'est le monde de l'intellect. Les gens, on trouve des bouquins, et puis le fait d'échanger également dans un cadre comme celui-ci, c'est vraiment un prétexte à vraiment la réflexion par rapport à des problèmes. Et comme il l'a dit, quand on écrit, on souhaite être lu. Mais cet ouvrage, en fait, quand je commençais à faire des recherches pour en arriver à ce qu'il est aujourd'hui, c'est que c'était pour trouver vraiment des réponses à des questions qui me taraudaient l'esprit depuis mon jeune âge. La majorité d'entre vous qui êtes là, vous qui êtes de la Casamance, cette région du sud du Sénégal, nous avons tous pratiquement grandi dans un conflit qui est aujourd'hui trentenaire, et un conflit par rapport auquel l'État peine toujours à trouver une solution. Il y a des milliers de victimes, il y a des gens qui ont été tués aussi bien par les militaires, n'est-ce pas, l'armée, que par les rebelles. Mais ce que vraiment, j'ai trouvé au fond comme le fondement de cette crise-là, c'est qu'en réalité, c'est une crise qui n'est pas spécifique au Sénégal. C'est toujours le problème de la question de l'État-nation, de la construction de l'État-nation. Et ce n'est pas uniquement quelque chose qu'on retrouve en Afrique. Ici en France, il y a la question corse qui a prévalu. Et au Mali actuellement, avec le conflit qui est là, ça a également des relents, disons, ethniques. Parce que le peuple touareg, qui s'est senti vraiment discriminé par l'État malien, a également élaboré un discours, une construction narrative qui a mené un tout petit peu à la situation qui prévaut aujourd'hui, même si quelque part la question religieuse s'y est mêlée. Bon, pour le cas de la Casamance, je dirais tout simplement que, en fait, nous disposons de nombreux ouvrages sur la question casamançaise. Mais la majorité des gens qui ont écrit sur la Casamance, c'est surtout des linguistes, des sociologues, des géographes, voilà, et puis des ethnologues. Mais les historiens n'ont pas beaucoup écrit. Ceux qui ont écrit, ils ont surtout écrit sur la période coloniale. La période qui va de la proclamation de l'Union française, je dirais 1946 jusqu'à 82, n'a pas été beaucoup abordée. Et les gens, quand ils écrivaient souvent, les analystes, ils avaient surtout des clichés et des stéréotypes, parce que souvent il y avait ce semblant de parti pris.
dans le monde universitaire sénégalais, ce qu'on note aujourd'hui, c'est que souvent, il y a cette tentative de déconstruire le discours du MFDC. Alors que du côté du MFDC, on tend également à déconstruire cette construction narrative qui a été élaborée par Senghor, qui voulait que le Sénégal soit juste une entité homogène, où toutes les religions, ou toutes les entités ethniques pourraient se retrouver. Ça a été une politique qui a été à l'origine de cet objectif que l'État s'était fixé, de parvenir à l'élaboration, à concevoir un nouveau type d'homme, l'homo sénégalensis. Et ce qui a fait que le Sénégal, jusqu'à une période, jusqu'à cette période-là, on est la vitrine de la démocratie sénégalaise. Parce que ça, c'est un travail que Senghor a réussi. Il a réussi vraiment à intégrer les différentes entités ethniques qui composent la nation sénégalaise. Et les gens oublient qu'au fond, le Sénégal, comme beaucoup d'autres nations sénégalaises, beaucoup d'autres nations africaines, est le fruit en fait d'une construction coloniale. Si on regarde la carte du Sénégal, au fond, le Fouta était une entité qui était autonome. On a parlé de l'empire, le Fouta Toro, c'était un royaume. Il y avait également le Bundu à l'est, la Casamance qui faisait partie de ce qu'on appelle le Gabou qui regroupait la Gambie, la Casamance et disons une partie de la Guinée-Bissau et de la Guinée-Conakry. Et quand donc il s'est agi de construire cet État-nation, il a fallu vraiment regrouper ces entités. Mais ça, c'est le travail du colonisateur. Mais on se pose dès lors la question à savoir pourquoi le colonisateur a pu vraiment gérer de façon assez stable cette entité-là, alors qu'aujourd'hui, à l'époque post-coloniale, on peine toujours à, disons, créer ce ciment entre les différentes ethnies. C'est là où intervient la question des inégalités horizontales. Quand on parle d'inégalités horizontales, on l'oppose un tout petit peu aux inégalités verticales. La situation est la suivante, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entités ethniques qui composent la nation, mais il y a une majorité ethnique qui polarise les leviers économiques, les leviers politiques, tous les leviers de l'État. Et cette polarisation construit au fond à une discrimination de certaines minorités. Et lorsque les minorités ne se retrouvent plus dans la gestion de l'État, il y a des frustrations. Et lorsqu'il y a des frustrations, il y a juste des prétextes qui sont attendus. Et pour le cas de la Casamance, c'est la question du foncier. Parce que les gens étaient discriminés. Il y a des frustrations, ils se sentaient vraiment exclus. Il y avait des gens qui ressentaient un mépris culturel. Parce qu'au fond, dans les médias de l'État, dans les médias nationaux, comme également dans même l'écriture de l'histoire du pays, on ne prenait pas en compte l'histoire de certaines minorités. Et la Casamance faisait partie de ces minorités dont l'histoire n'était pas enseignée dans les établissements scolaires, du primaire à l'université. Et quand la question foncière a émergé dans les années 70 avec l'expropriation des peuples autochtones, on a parlé du maire Moumoud Ablaïsi qui était là. C'est vrai, il est originaire du Nord, mais il a été élu maire de la ville de Ziguinchor. Et c'est lui avec le gouverneur Khan, qui est également un originaire du Nord, c'est eux qui ont mis en place une politique d'expropriation des autochtones. Et les gens ont été frustrés, ils se sont servis de cela comme prétexte. Et au même moment, pendant que, disons, les élites casamançaises qui n'avaient pas pu se frayer un chemin dans la bureaucratie sénégalaise, puisqu'ils étaient exclus, ils ont inventé un nouveau discours pour vraiment, disons, caractériser la Casamance comme une région discriminée. Et quelquefois, il y a eu de l'exagération dans le discours qu'ils ont élaboré. C'est vrai que l'État n'a pas vraiment su mettre en œuvre une politique équitable dans la gestion ou la répartition des ressources à travers le pays. Mais à côté de ce discours-là qui vraiment prenait en compte cet aspect-là, il y a des leaders qui ont également mis en place un autre discours pour vraiment trouver toutes les occasions qui leur permettaient de prouver qu'effectivement la Casamance n'était pas une entité du Sénégal. Là, je parlerai de Nkrumah et de Diamacoune. C'est eux qui, et Sidi Badji, Sarani Badian, ils ont été à l'origine de ce qui est aujourd'hui le MFDC. Et donc la question des inégalités horizontales, c'est un problème. Mais quand je parle aussi des clichés et des stéréotypes, c'est qu'à travers ce discours-là, on est arrivé à une situation. Le Casamançais, en général, croit que les gens qui viennent du Nord, c'est des opportunistes. Et on a eu le cas des marchands nordiques qui viennent spéculer un peu avec les produits des agriculteurs locaux. Ils fixent des prix. Et donc, les Casamançais sentent que vraiment ils sont exploités. Et lorsque l'État a supprimé l'ONCAD, qui était une structure d'encadrement des paysans,
ils se sont sentis un peu sevrés. Du coup, lorsque la voie de la bureaucratie ne s'offre plus aux jeunes Casamassais qui sortent de l'université, et lorsque également le secteur de l'agriculture n'est plus un secteur porteur, et en plus il y a l'expropriation des agriculteurs locaux, tout cela a conduit à cristalliser les frustrations. Et lorsque la répression s'en est suivie, c'est ce qui a entraîné la naissance du second MFDC, donc le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, qui lutte aujourd'hui pour l'indépendance. Mais il ne faudrait pas qu'à travers ce livre-là, que le lecteur en arrive à faire la confusion entre le MFDC originel et ce second MFDC. L'amalgame est souvent fait par les analystes ou bien même des gens qui se prononcent, bon, les journalistes et les décideurs politiques. Le premier MFDC, au fond, c'est un mouvement politique, un parti politique qui ne revendiquait pas l'indépendance de la Casamance. Et ce qui est étonnant, c'est que ceux qui ont initié ce mouvement en 1947, à l'origine, leurs parents ne sont même pas des autochtones. C'est des gens qui sont venus du nord du pays, du nord du Sénégal. Je citerai par exemple le cas le plus, disons, le cas d'Ibou Diallo. C'est lui qui a pris d'origine et qui a pris l'initiative de créer le MFDC en 1947. Mais quand on remonte un tout petit peu à l'arbre généalogique de ce monsieur, on voit que son grand-père, il n'est pas de la Casamance, c'est quelqu'un qui vient de Kanel. Et que c'était un lieutenant de El Hadj Omar Tall, après la défaite du Massina contre les Peuls du Massina. Donc ces jeunes du Fouta qui avaient suivi El Hadj Omar